parce que malheureusement, toutes les personnes qui sont là connaissent parfaitement la spondylarthrite. Tu vas vraiment attaquer un sujet particulier, c'est les manifestations extra-articulaires. Mais d'abord, peut-être un petit point quand même sur la maladie. Oui, ne t'inquiète pas, je vais faire un petit résumé de la maladie. Bon, merci bien sûr à Franck de m'avoir à nouveau invité à parler de spondyloarthrite à tes journées nationales. Et je vois qu'il y a de plus en plus de monde et ça fait plaisir de voir que tout le monde est motivé pour apprendre, connaître et mieux traiter cette maladie. Alors, tu m'as demandé de parler des manifestations inflammatoires des spondyloarthrites en dehors des articulations. Parce que c'est vrai que les autres années, on a parlé des signes cliniques de la spondylarthrite, on a parlé des traitements et on ne parlait peut-être pas trop de ce qui se passait autour ou de ce qui peut se passer autour. Alors pour rappeler ce que c'est que la spondylarthrite ankylosante, c'est une maladie d'abord inflammatoire qui fait plutôt mal en fin de nuit, qui réveille le matin et qui se dérouille dans la matinée et qui touche essentiellement la colonne rachidienne et qui peut amener à terme une ankylose, d'où le nom de spondylarthrite ankylosante. Néanmoins, maintenant, l'ankylose, on arrive à l'éviter dans vraiment de nombreuses situations. En dehors de la colonne qui peut être touchée par l'inflammation, il peut y avoir également aussi, comme vous l'a présenté tout à l'heure notre clown, des atteintes périphériques avec des douleurs articulaires, des genoux, des pieds, des mains, des hanches, etc. Donc la présentation classique, c'est le rachis, mais ça peut également toucher d'autres articulations et ressembler alors à une polyarthrite plus qu'à une spondylarthrite. On peut avoir les deux associés. Quand on a un patient qui vient nous voir pour une suspicion de spondylarthrite ankylosante, on lui demande bien sûr s'il a mal au dos, si les douleurs sont plutôt la nuit et non pas le jour, si ça le handicape. Et puis on lui pose tout un tas d'autres questions. Est-ce qu'il a mal aux articulations? Est-ce qu'il a mal aux tendons, en particulier aux tendons d'Achille? Et puis on commence à lui poser des questions aussi en dehors de l'appareil locomoteur. On regarde la peau, on lui demande s'il y a des antécédents de psoriasis. On lui demande s'il a mal au ventre, s'il a des diarrhées, s'il a des aphtes dans la bouche. On lui demande également s'il a eu des inflammations au niveau de l'œil, par exemple. Et tout ceci nous a fait penser qu'il nous paraissait important de vous parler des autres manifestations possibles qui accompagnent parfois la spondylarthrite, et c'est ce qu'on a appelé les manifestations inflammatoires des spondyloarthrites en dehors des rhumatismes inflammatoires. Et donc vous voyez qu'on pose ma flèche sur l'écran vous dit un petit peu ce que je suis en train de rappeler. Et donc on est amené à demander s'il y a des inflammations des yeux, à regarder la peau et à demander un petit peu s'il y a des problèmes digestifs ou pas. Bien entendu, l'examen clinique, l'interrogatoire est très important, mais les progrès sont venus aussi de la biologie par l'intermédiaire du HLA-B27 que l'on demande dans de nombreuses situations pour nous amener à faire un diagnostic plus précis, même si on sait qu'un B27 négatif n'élimine pas le diagnostic de spondylarthrite et un B27 positif ne l'affirme pas. Ça serait trop simple. Et puis on est amené également à faire des imageries, je vous montrerai quelques images tout à l'heure, des imageries comme l'IRM par exemple, mais il y en a d'autres bien sûr, qui permettent de faire parfois un diagnostic avant que la maladie ne se voie à la radio, et ce qui permet d'avoir des meilleures chances de succès thérapeutique. Alors, comme syndrome extra-articulaire, on verra et on abordera plus particulièrement l'atteinte oculaire qui se voit quand même dans 25% des cas, donc c'est quand même pas négligeable, donc c'est normal d'aborder cette situation. On n'abordera pas l'atteinte cardiaque qui est quand même rare dans les spondyloarthrites. Néanmoins, vous devez savoir que toute pathologie inflammatoire induit une maladie des vaisseaux, une inflammation des vaisseaux et ainsi favorise le risque d'infarctus. Donc c'est très important de réduire l'inflammation des maladies inflammatoires parce qu'en réduisant l'inflammation des maladies inflammatoires, on réduit le risque d'infarctus. Et bien évidemment, si vous fumez, on va vous dire arrêtez de fumer.
parce que ça réduit l'inflammation des artères, bien évidemment, et ça permet également d'améliorer l'efficacité du traitement. Donc l'arrêt du tabac, c'est vraiment très, très, très important dans la prise en charge des malades atteints de tout rhumatisme inflammatoire. On n'abordera pas non plus l'atteinte pulmonaire, qui là aussi est rare, qui survient surtout quand il y a une ankylose rachidienne très importante, en particulier une ankylose au niveau du rachis dorsal, c'est-à-dire la colonne qui est entre les omoplates, parce que si cette région-là de la colonne s'enraidit, à ce moment-là, on a des difficultés à respirer parce que les côtes bougent moins et donc on respire moins bien et on a une insuffisance respiratoire. C'est des situations qu'on voit de moins en moins très clairement chez nos patients, et tant mieux. On abordera l'atteinte digestive parce que c'est un élément très important de savoir si un patient a une atteinte digestive ou pas, parce que ça peut modifier la prise en charge thérapeutique. On n'abordera pas l'atteinte rénale qui est quand même exceptionnelle. La maladie spondylarthrite peut parfois exceptionnellement entraîner une atteinte rénale. Néanmoins, ça reste quand même exceptionnel. Par contre, certains médicaments peuvent entraîner des problèmes rénaux, mais on surveille sur le plan biologique régulièrement. Et puis on abordera la peau, parce que c'est un élément important également, le psoriasis, qui peut venir accompagner la spondylarthrite. Alors pour débuter un petit peu cette présentation, une histoire d'un patient qu'on a eu dans notre service, qui était atteinte de spondylarthrite, et comme vous le voyez, sur ce PET scan, qui est un examen un petit peu associant une imagerie de médecine nucléaire et un scanner, on voit très bien les points jaunes qui signent les régions inflammatoires. Et vous voyez ici qu'il y a une inflammation de l'articulation acromio-claviculaire, une inflammation de la vertèbre, c'est une spondylarthrite ankylosante, une inflammation au niveau des sternoclaviculaires, donc les articulations qui sont en avant du sternum, donc ça fait mal, des inflammations au niveau des tendons, ici on est au niveau du bassin, vous avez ici le col fémoral des deux côtés, et puis un tendon ici qui est enflammé, et donc quand on a une inflammation de ce tendon-là, au niveau de la hanche droite par exemple, on a des difficultés à marcher, à monter les marches par exemple. Le scanner de profil qui montre également la présence d'inflammation vertébrale au niveau de la 4e vertèbre lombaire ici, qui se manifeste à type de condensation. Et vous voyez qu'il y a également l'inflammation des tendons ou des ligaments qui sont entre les deux vertèbres ici. Et si on ne traite pas rapidement et que ce tendon s'ossifie, eh bien ça crée l'ankylose et donc la difficulté à ce moment-là à mobiliser le rachis lombaire et à se pencher en avant par exemple. Et puis le PET scan, vous voyez, j'ai mis une autre petite flèche parce que c'est un examen qui permet également de rechercher des inflammations en dehors des articulations ou des vertèbres ou des tendons. Ça voit les inflammations également des tissus mous. Et là, on voit qu'il y a une inflammation autour d'une poche d'air. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une maladie de Crohn. La maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire du tube digestif, du côlon et du grêle également, et qui donne des symptômes digestifs que je vais aborder maintenant. Et vous voyez que ce patient présentait bien 2 maladies inflammatoires et qui sont parfois associées. C'est les 2 maladies inflammatoires du tube digestif, on les appelle MICI pour maladie inflammatoire chronique intestinale, c'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu parler, et je vais vous parler des 2 principales, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Alors la maladie de Crohn est une maladie inflammatoire qui peut toucher tout le tube digestif, dont la localisation la plus fréquente est quand même le bas de l'intestin grêle et le côlon. Il y a différents facteurs qui sont à l'origine de la maladie de Crohn, je ne vais pas y insister. Par contre, c'est très très important de connaître les signes. Et ça, c'est à l'interrogatoire, on demande systématiquement aux patients qu'on voit la première fois s'ils présentent ces signes-là. Est-ce qu'il y a des douleurs abdominales ? Est-ce qu'il y a des diarrhées? Est-ce qu'il y a des saignements digestifs? Est-ce qu'il y a des aftes dans la bouche? Parce que parfois, l'afte dans la bouche peut être un signe de maladie de Crohn. Et c'est important de connaître également cette maladie parce qu'elle peut être responsable de complications. C'est-à-dire si le tube digestif est enflammé, il peut se serrer. Et s'il se serre, ben, ça crée des difficultés pour éliminer l'alimentation et ça peut créer une occlusion.
je dirais, dans les formes les plus graves, bien sûr. Donc, c'est très important de pouvoir rechercher cette maladie par l'interrogatoire, parce que quand il y a une maladie de Crohn, elle-même peut être responsable et s'accompagner d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'à l'inverse, un patient qui va voir un spécialiste, un gastroentérologue pour une maladie de Crohn, la maladie de Crohn peut s'accompagner de manifestations de spondyloarthrite, d'arthrite, et donc c'est un autre moyen d'arriver à faire le diagnostic de spondylarthrite. Ça peut s'accompagner de manifestations cutanées, on verra, d'aphthose buccale, je vous l'ai dit, et puis le Crohn peut s'accompagner également d'inflammation de l'œil. Donc vous voyez, on revient un petit peu sur notre pathologie inflammatoire qui finalement ne concerne pas que la rhumatologie. Alors, voilà un petit peu des plaques au niveau des cutanées qui peut accompagner la maladie de Crohn. On appelle ça un érythème noueux, c'est une inflammation de la peau un petit peu particulière. Des aftes au niveau de la bouche, hein, donc ça c'est vraiment un signe important que l'on recherche à chaque fois pour diagnostiquer la maladie de Crohn. Et puis on abordera tout à l'heure l'inflammation de l'œil, l'uvéite, qui accompagne, comme vous le savez également, la spondyloarthrite. Alors le diagnostic de maladie de Crohn se fait par coloscopie. Je vous montrerai quelques images tout à l'heure. La coloscopie permet de faire le diagnostic, de faire un bilan d'extension, de faire une biopsie pour confirmer le diagnostic et permet de voir s'il y a des zones de sténose ou pas à risque d'occlusion. Quand il y a une inflammation du tube digestif, ce n'est pas forcément une maladie de Crohn, au même titre que quand un patient vient nous voir et qui nous dit qu'il a mal au dos et que s'il a mal au dos la nuit, ce n'est pas forcément une spondylarthrite. Donc c'est à nous de penser qu'il y a des diagnostics différentiels, des pathologies inflammatoires, d'autres pathologies immunologiques qui peuvent donner ces signes-là. Donc ça fait partie du travail, de notre travail, de l'interrogatoire et des examens complémentaires qui nous permettent de faire la différence entre tel ou tel diagnostic. Deuxième maladie inflammatoire du tube digestif, la rectocolite hémorragique, qui elle touche exclusivement le bas de l'intestin, le bas du côlon, et qui, comme son nom l'indique, se manifeste certes par des diarrhées, des douleurs abdominales, mais également par des saignements digestifs, qui sont vraiment le signe le plus important de cette maladie. Elle aussi, elle peut s'accompagner d'autres manifestations, par exemple au niveau de la peau. Alors, ce n'est pas très joli, hein, mais cette ulcération cutanée qu'on appelle pyoderma gangrénosome, peu importe le nom, pourrait faire penser à un problème infectieux. Ben non, ce n'est pas du tout infectieux, c'est lié à la pathologie inflammatoire du tube digestif qui a entraîné une maladie inflammatoire de la peau. Les examens complémentaires, le scanner permet de mettre en évidence une inflammation du côlon ici, mais ce n'est peut-être pas le meilleur examen. L'IRM également permet de montrer une inflammation importante du tube digestif ici, et vous voyez que la lumière intestinale est réduite par l'inflammation de la maladie, donc ça crée des problèmes bien sûr au niveau de la digestion. Et voilà un petit peu les images endoscopiques que l'on voit dans la maladie de Crohn ou dans la rectocolite hémorragique. À gauche, vous avez l'aspect normal d'un tube digestif préparé, et puis à droite, des formes plus ou moins importantes de Crohn ou de rectocolite hémorragique. Et vous comprenez bien qu'entre une membrane normale à gauche et une membrane anormale ici, vous voyez bien que ça peut créer des problèmes de douleur, de digestion ou autres. Ça, c'est la première maladie inflammatoire extra-articulaire que je voulais vous présenter. La deuxième, c'est la peau. La peau, c'est vraiment un élément très très important de rechercher quand on a un patient qui vient pour un rhumatisme chronique inflammatoire, peu importe lequel, que ce soit une polyarthrite ou une spondyloarthrite, il faut absolument qu'on recherche une atteinte cutanée. Alors, il y a des cas évidents au niveau des ongles. Ici, même si on se dit, bah, tiens, est-ce que ça ne serait pas un champignon? Bon, ben, des fois, quand on hésite, on fait une biopsie, on fait un prélèvement, et le prélèvement nous dit s'il y a des champignons ou si c'est du psoriasis. Mais parfois, le psoriasis se manifeste uniquement au niveau du cuir chevelu. Et là, le patient peut ne pas s'en apercevoir ou peut ne pas faire attention. Donc, c'est à nous, médecins, de poser la question, savoir s'il y en a à titre personnel ou s'il y en a
dans la famille, et 2, regarder systématiquement une atteinte cutanée générale et en particulier au niveau du cuir chevelu. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous recherchez tout ça? Vous verrez tout à l'heure à la fin de ma présentation que c'est très très important de connaître tout ça pour cibler nos traitements. Donc voilà un petit peu l'atteinte cutanée que l'on peut voir au niveau du psoriasis, au niveau d'un pli interfessier, au niveau de l'ombilique, au niveau, en général, au niveau de la peau. Et puis vous voyez que le psoriasis peut donner des atteintes cutanées, et c'est normal la réaction que vous avez, madame, parce qu'effectivement, si le psoriasis ne donne pas, comme la spondylarthrite ou la polyarthrite, une atteinte articulaire, un handicap physique, il est évident que là, ça entraîne un handicap psychologique très important. Votre réaction est tout à fait normale et ces patients ont besoin d'être traités parce qu'on n'imagine pas aller à la plage avec une atteinte cutanée diffuse comme ça. Mais vous verrez que, oui, psychiquement, c'est très très difficile. Mais vous verrez qu'avec les traitements, eh bien, on peut faire disparaître totalement cette lésion cutanée en quelques semaines. Troisième atteinte extra-articulaire, l'atteinte de l'œil. L'œil est représenté ici avec différentes tuniques et on sait que dans la spondyloarthrite, et spécifiquement dans la spondyloarthrite, il peut y avoir une atteinte inflammatoire de l'œil, de l'UV, que vous voyez ici, et on appelle ça une uvéite. Et donc cette uvéite peut se manifester soit à la partie antérieure de l'œil, soit à la partie postérieure. Et donc là, c'est l'ophtalmologiste qui, à l'occasion de son examen, va nous dire si c'est une uvéite antérieure ou postérieure. Il faut savoir que dans la spondylarthrite, c'est l'uvéite antérieure qui est la plus fréquente. Et cette uvéite antérieure, lorsqu'elle est présente, outre la présence de rougeur, bien évidemment, de douleur également, peut entraîner, et c'est là le problème, une baisse de vision plus ou moins importante et qui peut parfois être pérenne, ce qui peut poser des problèmes dans la vie quotidienne. Et là aussi, c'est très important de faire un diagnostic rapide parce qu'on a des thérapies, là aussi, efficaces pour éviter les complications de l'uvéite, parce qu'effectivement, parfois elle n'est pas grave, mais parfois ça peut être très grave que de passer à côté d'une uvéite qui peut se transformer à terme, dans les situations les plus graves, par une cécité. Comme le Crohn ou le psoriasis peut être un moyen de faire un diagnostic de spondylarthrite, il nous arrive parfois d'avoir des patients qui nous sont adressés par l'ophtalmologiste parce qu'à l'occasion d'une poussée d'uvéite, on découvre qu'il y a en plus une spondyloarthrite. Donc ça c'est très important, les ophtalmos le savent et savent qu'une uvéite, ça peut être le signe d'une maladie inflammatoire, spondylarthrite oui, mais pas que, il y a d'autres termes un petit peu compliqués, sarcoïdose, maladie de Behçet, peu importe, mais vous voyez que l'uvéite peut être le signe d'entrée dans une maladie inflammatoire. L'uvéite, c'est quand même, dans 40 à 60% des uvéites, elles sont B27 positifs. Ça vous rappelle quelque chose, le B27 positif. Donc c'est pour ça que c'est très important de rechercher une spondyloarthrite quand un patient présente une uvéite. Alors voilà différentes images de complications entre l'œil rouge ou les conséquences que peut avoir différentes poussées d'uvéite à long terme. Et puis on a regardé si ce qu'on pensait était vrai, c'est-à-dire est-ce qu'un patient qui a une uvéite sans aucune douleur peut quand même avoir une spondylarthrite. Eh bien cette étude-là a été réalisée chez des patients qui présentaient des inflammations de l'œil, à qui on a fait des IRM systématiques, qu'ils aient mal au dos ou pas. Et dans plus d'un tiers des cas, on a remarqué qu'il y avait des inflammations des sacroiliaques, alors même que le patient ne se plaignait pas de douleur. C'est quand même assez extraordinaire. Et c'est ça qui rend difficile le diagnostic de spondyloarthrite, parce que les patients soit n'ont pas mal, et pourtant il y a quand même une inflammation à bas bruit et qui entraîne une ankylose, soit ils se sont habitués à la douleur et ils n'en parlent même plus, tellement ils se sont habitués, tellement pour eux c'est normal. Et pourtant, on voit très bien ici sur cette IRM, pardon, j'ai oublié de la commenter, on voit très bien ici ce phénomène blanc d'œdème
d'inflammation autour de la sacro-iliaque gauche en particulier et droite un petit peu moins, qui témoignent de la présence à tous les coups d'une spondylarthrite ankylosante. Donc c'est vraiment, vous voyez, 37% des patients asymptomatiques, sans douleur, présentaient une inflammation de la sacro-iliaque. C'est quand même assez énorme et ça pose vraiment question quant à la prise en charge de cette maladie, quant à la difficulté du diagnostic de cette maladie. En 2000, on mettait à peu près 5 à 7 ans pour faire le diagnostic entre l'apparition des premiers symptômes et le nom posé de spondylarthrite. Maintenant, en 2010, sur les dernières études, on est à 1 an et demi entre l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic, ce qui est quand même un travail énorme, un progrès énorme, mais encore 1 an et demi de retard diagnostique. C'est certainement un peu trop, mais quand même le temps c'est... et en plus c'est une moyenne, j'imagine. C'est une moyenne, bien sûr. Le temps c'est quand même bien réduit maintenant. Alors les progrès sont dus parce qu'on en parle beaucoup, parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a les associations qui en parlent, parce qu'il y a les formations médicales continues qui permettent de dire regardez, maintenant on sait diagnostiquer plus vite, on a des traitements très efficaces, donc pensez à faire les examens nécessaires et à envoyer aux spécialistes dès que vous avez un doute. Allez, plus que 2 minutes. Oui, plus que 2 diapos. Voilà. Donc plus que 30 secondes. Merci. Alors pourquoi c'est important de savoir tout ça, de savoir si une spondyloarthrite est associée à une maladie inflammatoire chronique intestinale, à un psoriasis, à une uvéite? Mais parce qu'on a tout un tas de médicaments à notre disposition, les anti-inflammatoires, la cortisone, les traitements de fond, salazopyrine, méthotrexate, Arava, et puis les biothérapies, ces fameux traitements qui sont là depuis l'an 2000 et qui donnent d'excellents résultats dans la très grande majorité des cas, que ce soit les anti-TNF qu'on a depuis l'année 2000 et on en a 5 maintenant à notre disposition, ou d'autres biothérapies qui sont venues sur le marché depuis 1 an ou 2 ans, dirigées contre d'autres cytokines inflammatoires autres que le TNF, c'est-à-dire l'interleukine 17 et l'interleukine 23, et qui permettent de traiter, de guider, de pouvoir choisir nos traitements ou de pouvoir changer de traitement quand il y en a un qui ne marche pas ou quand il y en a un qui n'est pas bien toléré. Alors j'ai fait ce tableau qui est un petit peu plus compliqué, qui était certainement un petit peu trop compliqué, mais qui résume assez bien la situation et la complexité du traitement qu'on doit adapter à chaque patient. Entre le choix qu'on a de tous les traitements sur la colonne de gauche, les traitements classiques, les traitements de fond et puis les biothérapies. Et puis, sur cette colonne-là, les maladies, spondyloarthrite, uvéite, psoriasis, Mickey. Et en fonction de ça, eh bien, par exemple, si quelqu'un a une Mickey, on sait qu'il ne faut pas donner d'anti-inflammatoires non stéroïdiens parce que ça peut aggraver la maladie inflammatoire. On sait que le récepteur soluble du TNF ne marche pas sur les Mickey, alors que les anticorps, oui. Donc vous voyez, ça ce sont des exemples, mais on se sert vraiment de tout ce qui tourne autour de la spondyloarthrite pour choisir le meilleur traitement pour vous et arriver à enlever l'inflammation et vous permettre d'avoir une activité professionnelle, une activité de loisir, une activité sportive la plus normale possible. Et j'ai parlé des traitements, mais tout le long de votre maladie, on en reparlera tout à l'heure, c'est très important de bouger, soit par l'intermédiaire du kinésithérapeute, soit par vous-même, soit mieux les deux, mais il faut bouger régulièrement pour éviter l'ankylose également. Je vous remercie. Merci infiniment, Olivier.